Bienvenue dans cette édition spéciale de Forum AGEM, magazine produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media, une émission qui sera consacrée essentiellement au système éducatif en RDC qui a fait l'objet d'une tribune de la part du professeur Florimond Mouteba, que vous connaissez sous l'étiquette du président du conseil d'administration de l'ODEP, qui est l'Observatoire des dépenses publiques, qui est une structure de la société civile. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Crise récurrente des étudiants et enseignants en RDC, une manifestation violente de 60 années des faillites des politiques publiques dans le secteur éducatif. Les états généraux s'imposent dans ce secteur. Quelles sont les motivations de votre tribune, professeur Florimond Mouteba? Les motivations sont simples. C'est que d'abord, les crises, les grèves des enseignants, les étudiants qui manifestent, etc., ça fait longtemps qu'on voit ça. Même déjà à l'époque de l'université Lovanium, on se rappelle que ces genres de crises ont entraîné même une répression sanglante, le 4 juin 69, et qui a entraîné vraiment beaucoup de morts dans les camps des étudiants. Mais le point de savoir quelle est la question fondamentale. La question de notre éducation aujourd'hui, nous allons revenir sur les niveaux et tout ça, nécessite qu'on puisse vraiment réunir toutes les parties prenantes dans le cadre des états généraux, vraiment de l'éducation, pour qu'on parle exactement de quoi il s'agit et qu'on trouve des solutions. Et alors, de quoi il s'agit? D'abord, d'où vient l'école congolaise? Il y a quelques dates qu'il faut retenir. En 1890, l'État indépendant du Congo signe, et la Belgique évidemment qui dirigeait, signe une convention avec l'Église catholique. Et dans le contenu de cette convention, il demande à l'Église catholique de mettre en place un système éducatif dans la colonie, de prendre en charge l'éducation des autochtones, mais dans quel but? Le but est celui-ci, c'est-à-dire qu'il faut installer au Congo un système où l'on va complètement acculturer les Congolais. C'est un projet d'acculturation pour que les Congolais puissent adhérer au projet colonial. Et le projet colonial, nous le savons, c'est l'exploitation du territoire dans les conditions que vous connaissez. L'exploitation des minéraux, l'exploitation des richesses agricoles, de la forêt et tout cela. Et donc c'est dans ce but que, en 1906, la Belgique, l'État belge, va décréter la création sur toute l'étendue de notre pays de ce qu'ils ont appelé les colonies scolaires. Il faut installer les colonies scolaires. Et ces colonies scolaires ont quel but? Un, de former, mettre en place une armée dévouée à la cause coloniale. Ils sont formés pour ça. Et nous avons vu comment ils ont pu, durant la colonisation, c'était des Congolais, mais c'était une armée de répression qui devait réprimer, donc protéger l'État colonial. Deuxièmement, c'est de créer un groupe de Congolais qui vont, eux, permettre la prise en charge, la maîtrise donc, du territoire national, son exploitation au sens le plus large. Et donc, voilà le but. Le but est de mettre en place un système qui acculture, qui rend le Congolais, le Congolais doit obéir aux colons, le Congolais doit obéir au chef coutumier reconnu par les colons, le Congolais, en fait, doit adhérer à une perspective nouvelle qui est pour eux, qui est celle de
devenir des auxiliaires de la colonie, des personnes exploitées, etc. Mais pour arriver à cet objectif, il faut changer la tête. Travailler donc la mentalité des Congolais. L'espace mental est complètement forgé, formaté pour accepter la colonisation comme quelque chose de correct. Vous vous rappelez, Patrice Lumumba, quand il écrit en 1956 Congo, terre d'avenir est-il menacé? Patrice Lumumba ne réclame même pas l'indépendance à cette époque. Et c'est en 1958 que les choses vont changer. Mais à cette époque, il réclame une cohabitation avec les colons, de devenir une élite qui vit de la même manière que les colons. C'est-à-dire qu'il se réclame une société belgo-congolaise, mais où il y a une élite qui a les mêmes droits, etc. Donc, il ne réclame pas l'indépendance. Pourquoi? Il a été formé comme ça. Il a été formaté de cette manière-là. Mais le même système éducatif a continué même après. Voilà, justement. Pendant 62 ans, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système qui continue. C'est le même système qui continue. C'est-à-dire que, au lieu que on puisse voir les choses différemment, les projets éducatifs devraient être l'antithèse du projet colonial. C'est-à-dire libérer culturellement les Congolais. Les libérer culturellement pour qu'ils puissent être ou une armée ou une population qui est formée pour prendre en main le développement endogène du pays. Les développements où les Congolais sont les moteurs, les acteurs et les bénéficiaires du développement. Où on met fin à l'extraversion, par exemple, de notre économie. On met fin à l'extraversion de la mentalité, à l'aliénation culturelle. Vous voyez encore qu'aujourd'hui, pour pouvoir développer le Congo, les autorités vont dans le monde entier pour aller demander, n'est-ce pas, donc des investisseurs, etc. Alors qu'ici, il y a un peuple, il y a toute une classe de Congolais qui sont capables aujourd'hui d'entreprendre, de créer des entreprises, de les gérer et de créer des richesses. Mais non, on va chercher des investisseurs à l'étranger. Pourquoi? Parce que la mentalité est encore... Vous savez, il y a le professeur Mabika Kalanda avait écrit un ouvrage devenu célèbre, La remise en question, base de la décolonisation mentale. Mais cette décolonisation ne peut se faire qu'avec un autre système éducatif. Mobutu, quand il est arrivé, quelques années plus tard, vers les années 70, il a voulu formater un nouveau peuple congolais, à l'époque qui était devenu zaïrois. C'était un discours. Et regardez à cette époque, d'abord le Mobutu lui-même, comment il a vécu. C'était la course au achat des châteaux en Belgique, en France, etc. C'était un mode de vie purement calqué sur la grande bourgeoisie occidentale. Ça, c'est de un. De deux, l'orientation de notre économie est restée la même, extravertie. Jusqu'aujourd'hui, au Congo, on n'est même pas capable de produire un verre, une assiette, etc. C'est pas normal. Nous sommes en quel siècle? Et donc, l'extraversion est restée donc l'orientation fondamentale du développement économique de la RDC. C'était comme ça avec Mzee Kabila, c'était comme ça avec Joseph Kabila, c'est encore aujourd'hui comme ça avec Félix Tshisekedi. Le développement n'est conçu qu'en termes de nous devons exporter et tendre toujours la main à l'Occident pour avoir. Et ça reste vrai parce que regardez tous les premiers ministres que nous avons eus à l'époque de Mobutu et ceux que nous venons d'avoir et autres. Ils sont dans quelle logique? C'est toujours dans cette logique d'une mentalité tournée vers l'extérieur. Ils pensent que le développement viendra de l'extérieur, viendra de l'Occident. D'ailleurs, une fois, le président s'est justifié, notre actuel président, dans un meeting, je crois en Europe ou ici, pour dire mes voyages, voilà, mes voyages ont rapporté autant. Mais vous voyez, donc, c'est un discours. Et pour ça, pour qu'on arrive à développer ce pays de manière autonome, endogène, autocentrée, en se basant sur le peuple congolais comme moteur, acteur et bénéficiaire du développement, le projet éducatif doit aussi changer. Quel état de lieu avez-vous fait du système éducatif en RDC? Je crois que c'est vraiment
au niveau global, d'abord il y a cette orientation de la vision qui jusqu'ici n'est pas encore, on n'a pas encore compris qu'on doit changer le système éducatif. On est toujours dans la poursuite du système colonial et néocolonial. Et tout cela fait que, d'abord aujourd'hui, même quand on nous parle de la gratuité, mais la gratuité de quoi? C'est-à-dire on veut acheter... Oui, l'enseignement de base. Qu'est-ce qu'on veut acheter? Primaire, oui, 6 années plus 2. C'est les 8 années là, hein, qu'on appelle enseignement de base aujourd'hui. Et pour cet enseignement de base, vous achetez quoi en fait? Qu'est-ce qu'on vous vend gratuitement? Le même système éducatif, avec les mêmes programmes, hein, calqués sur ce qui était fait au moment de la colonisation. Mais est-ce qu'on éduque des enfants qui devraient comprendre qu'ils vivent dans un pays sous-développé et on doit leur apprendre à résoudre d'abord leurs propres problèmes, mais aussi les problèmes qui sont liés à l'environnement global, économique, social, politique, ainsi de suite? Non. Et c'est cela justement qu'on doit faire. Commencer par donner une autre orientation, par exemple, à l'enseignement primaire, une vision pour l'enseignement primaire, donner une nouvelle vision pour l'enseignement secondaire, où au lieu, je sais que l'enseignement secondaire reçoit énormément d'enfants vers lui, mais des enfants formés dans quelles conditions? Dans les conditions matérielles très difficiles, avec des enseignants qui n'ont pas les bases. Vraiment aujourd'hui, pour enseigner l'école primaire, il faut avoir fait l'école secondaire. Mais allez, vous voyez un peu nos jeunes actuels qui ont les diplômes d'État. Est-ce qu'ils sont formés dans des conditions où ils peuvent vraiment enseigner les autres? Et donc, les conditions matérielles, la rémunération des enseignants, toutes ces conditions ne sont pas correctes par l'infrastructure scolaire elle-même. Vous voyez tous ces enfants qui sont formés dans des locaux de fortune, assis à même le sol, etc. etc. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour comme enseignement? Beaucoup terminent parfois les humanités sans même savoir écrire un paragraphe en français, etc. Voilà les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. L'enseignement supérieur, n'en parlons pas. L'enseignement supérieur, c'est pareil, n'est-ce pas? Et or, l'enseignement supérieur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons avec... vous avez des jeunes qui terminent des licences, n'est-ce pas? Et ces licences n'ont même pas les niveaux du secondaire. C'est même pas les niveaux du secondaire. Et de ce fait-là, eux aussi, après, vous allez avoir aussi des gens qui vont se dire, moi je peux être professeur d'université. Ils ont défendu des thèses au rabais, parce que tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Et ensuite, ils deviennent des professeurs d'université pour enseigner ceux-là qui demain doivent être les cadres pour la prise en main du développement du pays. Donc le bilan, quand vous me parlez du bilan, il est purement catastrophique. Il est catastrophique. Et ça mérite justement, quand je plaide pour les états généraux, c'est pas seulement pour l'école primaire, c'est pour qu'on aborde toute cette question d'éducation qui, du bas en haut, est complètement catastrophique. Le bilan est catastrophique. Sans parler de la corruption qui va des bas en haut dans le système éducatif. Hein? Des gens, donc, allez, dans ces conditions actuelles, nous n'avons pas un système éducatif fiable. Et donc, il faut repenser tout cela. Avant d'aller aux réformes qu'il faut initier dans ce secteur, professeur Florimond Bouteba, quels sont les points sur lesquels on peut insister en rapport justement avec les 3 aspects que vous avez cités, que vous évoquez dans votre tribune? Moi, je pense d'abord, il faut créer les conditions pour mettre en place ces nouveaux projets éducatifs qui vont aller dans le sens de former des gens pour, comment dirais-je, la prise en main d'un Congo dont on doit exploiter les richesses dans l'intérêt du Congo, des gens pour aller promouvoir, animer le développement de jeunes. Alors, quels sont les préalables à la réussite de ces nouveaux projets? D'abord, il faut s'assurer de l'existence d'un État laïque. Première chose. La deuxième chose, c'est la décentralisation. Elle doit être effective et permettre à chaque province de pouvoir prendre en main donc le système éducatif, de tenir compte des réalités, entre autres de
de cette partie-là, de chaque partie du territoire, pour pouvoir faire une éducation qui va dans le sens vraiment de développer le pays. Les conditions aussi matérielles, l'hygiène, l'alimentation des enfants, tout cela, et même la langue. Est-ce qu'on doit continuer toujours à enseigner dans les langues, en français, etc., alors que nous avons des langues donc comme nos langues traditionnelles, là, le Kiluba, le Lingala, le Kikongo, le Swahili. Il faut que ça devienne vraiment plus systématique, n'est-ce pas? Et que ça fasse partie de toutes les réformes qu'il faudra faire. Il ne faut pas que, aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai, ça peut être des cas exceptionnels, mais tout le monde sait que globalement, l'enseignement à l'école primaire, moi j'ai des petits-enfants qui vont à l'école primaire, c'est en français qu'on essaie de leur donner des cours. Alors qu'on peut, et moi quand je parle même de la langue, ce n'est pas seulement à l'école primaire ou secondaire, mais y compris même à l'université. Rien ne nous empêche d'enseigner les mathématiques en swahili, d'enseigner la chimie en Chiluba ou en chose. Donc dans les langues de base que nous pouvons comprendre. Je ne dis pas qu'on ne va plus parler le français. Comme en Tanzanie. Comme en Tanzanie. Comme chez les Arabes. Mais comme chez les Arabes, comme en Turquie, comme partout ailleurs. Nous pouvons enseigner la physique, même nucléaire, en Chiluba, en Lingala. On peut le faire. Mais c'est une question de volonté politique. Il faut une volonté politique pour aller vers là. Je vais vous donner encore un exemple qui est paradoxal. L'aménagement du temps scolaire. Vous savez pourquoi nous avons des vacances en juin, juillet? Parce qu'à l'époque coloniale, les colonisateurs belges et autres, juin, juillet, c'était le temps de vacances chez eux. N'est-ce pas? Oui, oui. Ah. Et donc, comme là-bas, leurs enfants vont aussi en vacances au mois de juin, juillet, ils ont voulu faire la même chose pour nous. Mais regardez, la saison sèche pour nous, c'est le temps idéal pour aller à l'école. Ah bon? Mais oui, il fait frais, il n'y a pas de pluie, etc. Mais alors, ça ne dure que 2 mois. N'empêche, mais c'est 2 mois. Un peu plus quand même. Quand vous commencez déjà le mois de mai, juin, juillet, août, ça fait presque 4 mois. Vous avez un temps suffisant pour pouvoir, continuer à étudier. Plutôt qu'octobre, novembre, décembre, il pleut. Et pour les enfants, ce n'est pas un temps favorable. Et tous n'ont pas les moyens d'avoir un imperméable, un parapluie, etc. pour aller à l'école. Donc le réaménagement même du temps scolaire pose problème. Voyez. C'est universel? Non, c'est universel par rapport, par exemple, à la Belgique. La Belgique, ils ont des vacances en juin, juillet, août, n'est-ce pas? En France, mais pas nous. En France, d'accord, mais ce sont des pays du Nord. Oui. Ce sont des pays du Nord. Ce sont des pays du Nord. Et je comprends qu'ils ont plus ou moins le même climat, mais ici chez nous. Ici chez nous, la période de juin, juillet, août, etc., c'est la période la plus... Il fait frais. C'est la période la plus favorable pour étudier, n'est-ce pas? Sans cette chaleur torride dans laquelle on se retrouve dans d'autres mois que ceux-là. Nous avons même la petite période du mois de janvier, voilà. Tous ces temps, on peut réaménager le temps scolaire en tenant compte du climat de nos réalités, n'est-ce pas? De la même manière que les programmes, etc., doivent tenir compte de ce que nous sommes nous-mêmes et de comment nous pouvons faire en sorte de développer un système éducatif qui est le nôtre et pas celui qu'on nous a imposé par la colonisation en 1890. Pour renverser la tendance, quelles sont alors les réformes qu'il faut impérativement mener dans le secteur éducatif? Essentiellement les filières, je ne dis pas qu'on va négliger l'économie, mais les filières scientifiques et techniques, n'est-ce pas? Qui peuvent permettre de faire une recherche, une recherche fondamentale, une recherche appliquée, et qui peuvent nous conduire vers la mise en place des techniques appropriées pour développer notre pays. On serait obligé d'importer d'autres enseignants. Ou les former correctement. C'est-à-dire qu'il faudra que revoir l'ensemble du programme de l'enseignement supérieur. Bien sûr, l'économie, la comptabilité, les finances sont aussi des filières importantes qu'il ne faut pas négliger, mais tout le reste, je ne dis pas que je suis contre les littératures et autres, mais allez, on met quand même aussi beaucoup de moyens dans un type d'enseignement
pour apprendre Voltaire, apprendre tous ces auteurs français. Bon, franchement, parfois c'est du temps perdu. Les humanités littéraires, par exemple, qu'est-ce qu'on a à faire avec? Allez, donc il faut répondre. Je ne dis pas moi tout seul, je ne vais pas changer tous les systèmes. La littérature? Non, la littérature africaine, oui, la littérature d'abord en priorité. Les auteurs congolais, les auteurs africains, n'est-ce pas? Cheikh Anta Diop. Oui, Aimé Césaire, oui, tout à fait. Mais on peut dépouiller cette filière-là de tous les restes qui nous apprend. Vous savez, des petits-enfants ont appris que nos ancêtres étaient les Gaulois, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire cet enseignement qui aliène, n'est-ce pas? Qui nous fait croire qu'on est bien à Bruxelles, hein? On est bien à Paris, on est bien ailleurs. Eh bien, cet enseignement-là, il faut mettre fin à ce système éducatif qui aliène, et qui fait que le Congolais est là assis à regarder toujours les Mikili, comme il l'appelle, hein, il est parti. Mais il est parti où? Pour aller faire quoi? Alors qu'il y a tout ici, n'est-ce pas? Et donc, il faut que l'espace mental, grâce à un nouveau système éducatif, change. Il faut que cela change. Aujourd'hui, les gens, vous voyez, un pays comme les États-Unis fait peur aux Congolais. L'Amérique a dit, l'Amérique a ceci, etc. Pourquoi? Aliénation, n'est-ce pas? Tout ce qui est bien doit venir de l'Amérique ou de l'Europe. Est-ce que les Chinois fonctionnent comme ça? Non. Mais regardez où ils sont. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Le système éducatif chinois n'a rien à voir avec le système européen. Rien. Mais ils ont quand même appris des autres aussi. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas emprunter, n'est-ce pas, ce qu'il y a de bon chez les autres. Mais s'aliéner à ce point, n'est-ce pas, c'est criminel, quoi. Nous tuons nous-mêmes notre société. Et elle ne peut pas être comme ça, calquée sur la pensée, la culture des autres. Non. Parce que nous avons l'intelligence la même. Et nous pouvons mettre en place un système éducatif qui va nous sortir de cette dépendance mentale, de cette aliénation mentale, n'est-ce pas, et culturelle, pour nous permettre d'être nous-mêmes. Je ne parle pas de l'authenticité de Mobutu parce que c'était un discours auquel il n'a rien apporté en dehors de son discours. Parce qu'il est resté dans une économie totalement extravertie jusqu'à la fin de sa vie. Alors que quand on pense réellement changer la mentalité, eh bien on change aussi. Regardez par exemple le rôle laissé à l'agriculture et au développement rural. Qu'est-ce qu'on fait pour le développement rural? Là où les Congolais vivent en grande partie. On a les yeux tournés vers la ville, on veut développer les villes, on fait les routes en ville, etc. Et les routes des recettes agricoles. Et les systèmes agricoles. Vous savez, les budgets de l'agriculture, 50 millions qu'on arrive à avoir par an. Pendant que, par exemple, certaines institutions... Moins de 2%. Oui, moins de 2%, qu'on ne donne même pas totalement. Mais certaines institutions arrivent à combien? Je ne veux pas citer. Avec des dépassements en plus. Vous voyez. Donc, mais tout simplement parce que le peuple congolais n'est rien à leurs yeux. Pour eux, bon, c'est vrai. Or, c'est ça, c'est eux qui sont les moteurs, qui peuvent être les moteurs et les acteurs, justement, les bénéficiaires de ce développement. C'est le peuple congolais qu'il faut mobiliser, former, renforcer pour qu'ils puissent prendre en main, pas l'exploitation cette fois, mais le développement de notre pays. Pour les Belges, c'était exploité en les utilisant, en les aliénant, n'est-ce pas? L'espace mental était formaté pour avoir la sympathie de la colonisation, etc. Maintenant, c'est l'inverse qu'on doit faire. Merci beaucoup, professeur Florimond Bouteba, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en économie et en même temps président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, qui est une structure de la société civile. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission avec autant d'intérêt. On se retrouve donc très prochainement.